Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Merci à tous de nous être fidèles sur les plateformes de Terre de Boule. Ce soir, samedi 21 octobre 2023, comme vous le savez déjà, nous sommes ensemble pour la seconde édition du Forum souverainiste de la Renaissance africaine, FSRA, à l'initiative de l'ONS, Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, et du gouvernement légitime du Togo. Nous avons retenu comme thème ce jour la souveraineté de l'Afrique à l'épreuve de la géopolitique mondiale. Et pour en débattre, nous aurons avec nous ici d'éminentes personnalités, des panafricanistes dont le combat est la libération totale de l'Afrique du joug de l'Occident. Il y aura donc, bien évidemment, le chairman de l'ONS, son Excellence Mabadi Ahmedali des Comores, également avec nous, son Excellence, Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, président légitime du Togo, également président d'honneur de l'ONS. Monsieur Jean-Pierre Telou, conseiller stratégique de l'ONS. Dr Edem Kouassi, ministre des Affaires étrangères du gouvernement légitime du Togo, que vous connaissez déjà. Et parmi les panélistes qui vont se succéder à notre tribune, nous aurons tour à tour le professeur Pascal Adjamago, secrétaire général de l'ONS, il est du Togo. Il va nous parler du thème ci-après, crime contre le panafricanisme et l'humanité. Après lui, nous aurons Marc Ulrich Malekou, vice-président de l'ONS, il est du Gabon. Sa thématique sera donc celle-ci, le Gabon face au défi de la conquête de sa souveraineté intégrale. Il y aura ensuite M. Sébastien Nadeau, ancien député et homme politique français de France, rôle de la diaspora dans la Renaissance africaine. Il y a également prévu M. Abdou Mohamed, directeur de publication du journal La Patrie. Il est algérien. Son thème, c'est rôle historique et contemporain de l'Algérie dans la Renaissance africaine. Nous aurons enfin M. Khalifa Sarr, membre du bureau politique de PASTEF au Sénégal. Son thème, le Sénégal face à son destin, Sonko à la croisée des chemins entre souveraineté et servitude. Notre ami Marc Ulrich Malekou, vice-président de l'ONS, qui nous parlera justement du Gabon face au défi de la conquête de sa souveraineté intégrale. Je voudrais dire un petit mot sur Marc Ulrich, juste pour signaler que journaliste indépendant et homme politique gabonais, son contact avec le monde des médias débute en 1990 à la faveur d'une formation au métier de la communication initiée à Libreville par le gouvernement gabonais avec l'appui bien sûr technique des agences du système des Nations Unies dans le pays. Il perfectionne en fait son art grâce à des bains d'immersion professionnelle, notamment à la radio Canal éducatif francophone à Paris et à l'université Michel Montaigne euh, à Bordeaux 3. Ancien journaliste d'Africa numéro 1, donc un ancien collègue, donc, puisque j'ai fait partie de cette radio également. Il a été par ailleurs directeur général adjoint de la télévision privée gabonaise RTN, rédacteur en chef adjoint de la télévision privée gabonaise TV+, rédacteur en chef chargé du pôle numérique de l'hebdomadaire gabonais Écho du Nord, rédacteur en chef de la représentation gabonaise de la chaîne Radio Internationale Nostalgie et rédacteur en chef Radio Émergence, qui est le berceau de son engagement professionnel. Alors, c'est vraiment quelqu'un des médias. Il est ancien président du réseau gabonais des journalistes des droits de l'homme. Il a présidé en extra-professionnel, bien sûr, l'Observatoire national des prisons et est présentement président du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, qui l'a porté candidat à la présidentielle d'août 2023 au Gabon. Et avant son désistement, bien sûr, au profit du professeur Alexandre Barrault d'abord, qui lui s'est désisté à son tour au profit du candidat unique de l'opposition gabonaise à ce scrutin majeur, le professeur Albert Ondossa. Marc Ulrich Malekou est un de nos conférenciers du jour et également vice-président de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, donc l'ONS. Marc, êtes-vous là? Oui, je suis là. Oui, Boris. C'est à vous la parole. Merci.
Merci également à toi, Prince, pour ton implication personnelle dans la réussite de la première et la deuxième édition du Forum de souveraineté pour la Renaissance africaine et également pour la mise à contribution de ton média téléweb Afrique Terre Ubuntu. Précision de taille, cet enregistrement est distinct de l'initial. Il est repris par souci de rattrapage de la qualité sonore qui laisse quelque peu à désirer. Merci également aux initiateurs de ce forum de souveraineté pour la Renaissance africaine, en premier chef desquels le gouvernement légitime du Togo, représenté par le président élu Gabriel Agbemeyo Mensonkodjo, qui est assisté par l'ensemble des membres de son gouvernement. Merci aux co-organisateurs, l'ONS, l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, représentée par son président Mabadi Ahmed Ali, et l'ensemble des membres de cette organisation panafricaine, présents pour certains ce soir, absents pour d'autres, mais tous des combattants infatigables pour une Afrique libre. Merci distingué à tous les panélistes, singulièrement aux représentants du PASTEF côté Sénégal qui nous honore ce soir. Merci enfin à l'ensemble des cyber-participants qui nous honorent à cette deuxième édition du Forum de souveraineté pour la Renaissance africaine. Le thème central de cette deuxième édition du Forum de souveraineté pour la Renaissance africaine est la souveraineté de l'Afrique à l'épreuve de la géopolitique mondiale, avec pour sous-thème concernant ma conférence « Le Gabon face au défi de la conquête de la souveraineté intégrale ». Si la question de la conquête de la souveraineté intégrale est clairement évoquée dans cette conférence, c'est qu'elle est sujette à polémique. Toute chose qui traduit un déficit de jouissance de la pleine souveraineté par le Gabon et les Gabonais, à l'instar de nombreux peuples africains à travers le continent. Un malaise conforté par les indépendances de pacotille octroyées aux États africains par les puissances impérialistes occidentales, dont la France, dans l'intervalle des années fin 1950, début 1960. Pour mieux cerner les contours du diagnostic le mieux adapté aux enjeux de la conquête de la souveraineté intégrale, nous choisissons de d'abord parcourir avec vous les phases majeures de l'histoire politique et sociale du Gabon, dans lesquelles les Gabonais ont payé le lourd tribut dans leur migration vers cette quête de liberté. Nous passerons également en revue les obstacles rencontrés sur ce long chemin parsemé de fortunes diverses, avec pour seule ambition la construction d'un État démocratique et souverain. Pour ce faire, cet exposé est reparti en 4 temps forts. Première phase, le grand 1, la période coloniale, qui renseigne sur la genèse du Gabon, du moins d'où vient le nom Gabon. En grand 2, la période coloniale qui nous renvoie sur les premières résistances du peuple gabonais face aux colons, à la colonisation, disons, et à ces nègres de salon. Et en troisième phase, la période post-coloniale qui sera assortie de 3 sous-thèmes. En petit A, nous aurons l'armée gabonaise tente de sortir les griffes face à la dictature aux premières heures du Gabon naissant, j'allais dire. En petit B, la résistance des Gabonais face à l'instauration du parti unique. Nous parlerons des mouvements de résistance clandestins et officiels. En petit C, l'apocalypse gabonais sous le règne familial des Bongo, avec Bongo Ier, Bongo II et l'avortement du règne de Bongo III. Enfin, les enjeux ou leviers de conquête de souveraineté intégrale au Gabon. Nous démarrons donc par le grand A, l'histoire précoloniale du Gabon. Nous entamons cette période précoloniale du Gabon avec la découverte de l'estuaire du Gabon ou encore des côtes gabonaises
par des explorateurs portugais dans les années 1472. Et c'est cet estuaire du fleuve qui baigne les côtes gabonaises avec sa forme de caban qui signifie en portugais manteau de marin qui a inspiré le nom Gabao donné par les explorateurs portugais, Gabao, dont la version francisée nous a donné le nom actuel du pays, c'est-à-dire le Gabon. La découverte des côtes gabonaises par les Portugais en quête de nouvelles terres pour faire face à la surpopulation à laquelle ils sont confrontés avec le phénomène de baby-boom leur permet de s'y installer et de contenir le boom démographique qui gagne leur pays. Ainsi débute le processus de colonie de peuplement distinct de colonie d'exploitation qui renvoie à la prédation exponentielle des richesses pratiquées par les Français sur le sol gabonais et partout dans les colonies françaises d'Afrique. En grand 2, il y a la période coloniale. En 1882, le Gabon intègre la colonie du Congo français, date qui est le prologue d'une longue période d'exploitation des richesses humaines, des minéraux et des richesses d'essences forestières. Dans leur ruée vers l'or, les explorateurs français font une percée à l'intérieur des terres gabonaises, contrairement aux Portugais qui se sont limités à la zone côtière. Pour parvenir à leur fin, ces colons, équipés d'armes à feu pour certains, de bibles pour d'autres et de coffres forts en malle de contenu pour d'autres encore, écrasent avec impétuosité sur leur passage des populations autochtones désarmées en les soumettant par la force grâce au 3M, militaires, missionnaires et marchands. Militaires pour mater la résistance, missionnaires pour œuvrer à la docilité des âmes et à l'acculturation des peuples africains, marchands pour planifier le pillage organisé de richesses du pays avec l'installation des comptoirs. À cette époque, le Gabon n'existait pas en tant que pays. Il ne s'agissait donc pas de défendre la souveraineté nationale, mais de défendre la souveraineté des regroupements de terres face à l'agresseur. L'agresseur, au passage, qui a multiplié des pratiques d'humiliation, de paupérisation et de désorganisation des codes sociaux par la disparition savamment orchestrée du droit coutumier fondé sur la tradition orale au profit du droit napoléonien, qui est l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes de nationalité française. L'objectif étant donc de faire de peuples autochtones des peuples assimilés. Des manœuvres visant à favoriser la perte de l'identité culturelle des peuples autochtones avec pour modus operandi divide aut imperes, c'est-à-dire diviser pour mieux régner, une invasion d'explorateurs français à laquelle les chefs coutumiers ont opposé résistance. Parmi les figures les plus emblématiques de la résistance à cette invasion prédatrice d'explorateurs français au Gabon figure Nyondamakita, du côté du village Mokab, dans l'actuelle province de la Nyanga, au sud du Gabon, et Manantole, du côté de l'actuelle commune de Ndjolé, dans la province du Moyen-Ogooué, au centre du Gabon, le guerrier Adouma Wongo, du côté de l'actuelle commune de Lastourville, dans la province de l'Ogooué-Lolo, au sud-est du Gabon, Bombé Agnambé, du côté de la commune de Mimongo, dans l'actuelle province de Langounié, au sud du Gabon, Owonominsa, dans la province du Wellington, dans l'extrême nord du pays. Tous ont fait preuve de courage, d'abnégation et de sacrifice dans cette épreuve de survivance face à de redoutables ennemis surarmés. Il s'agit là de valeureux guerriers qui ont défendu au prix de leur vie l'intégrité des terres placées sous leur commandement.
Mais face à la redoutable force de feu de l'homme blanc, nos braves héros ont été soit assassinés pour certains, soit faits prisonniers à l'issue de confrontations rudes avant de trouver la mort pour d'autres dans les geôles de l'oppresseur. En 1947, sous l'Afrique équatoriale française AEF, le Gabon se dote de sa première représentation politique, l'Assemblée représentative devenue en 1952 l'Assemblée territoriale. Des chambres du Parlement au sein desquelles siège un collège mixte composé de Gabonais et de Français, votés par deux modes électifs distincts. Pour voter en faveur des délégués blancs, donc français, il fallait être simplement de nationalité française. Pour voter en faveur des délégués noirs, donc gabonais, en plus de la nationalité gabonaise, il fallait disposer de biens matériels, dont fonciers, des terres, voire être descendant d'une lignée de chefs ou de notables, c'est-à-dire jouir d'un statut social qui fasse autorité. Le mode électif a évolué avec le temps, plus que ce suffrage censitaire a pris fin au profit du suffrage universel en 1956 avec l'adoption de la loi cadre qui se prononçait en faveur de l'élargissement au-delà des territoires français du suffrage universel aux personnes vivant dans les territoires sous administration coloniale française. Les Gabonais, donc, dans leur ensemble, expérimentent pour la première fois le suffrage universel lors du référendum d'autodétermination du 28 septembre 1958, un référendum qui prive le pays de la possibilité de se départir du tutorat français après la victoire du oui avec 52% des suffrages. Victoire qui a mis de facto en minorité les partisans de la rupture des liens vassaliques avec la France, une quête de renouveau politique qui était portée par un certain René-Paul Souzat, président du Parti de l'Unité nationale gabonaise, le Punga, et par une jeunesse avide de conquête de la souveraineté intégrale et dont le leadership était singulièrement incarné par un jeune loup, Joseph Renjambe Issani, à l'époque élève au collège Monseigneur Jean-Rémy Bessieux à Libreville. En grand 3, nous parlons de la période post-coloniale avec en petit a l'armée gabonaise qui tente de sortir les griffes face à la dictature aux premières heures du Gabon naissant. Le territoire Gabon cède place à la République autonome du Gabon en 1959, après l'adoption le 19 février de la même année de sa première constitution. Le premier coup d'État électoral de l'histoire du Gabon remonte au 15 mai 1957, lors du vote des membres du bureau de l'Assemblée territoriale à l'issue des élections législatives de mars 1957. Un coup de force politique à mettre au compte du Bloc démocratique gabonais, le BDC de Léomba. Un BDC pourtant largement laminé aux élections législatives avec 8 conseillers élus contre 18 à son principal adversaire, l'Union démocratique et sociale gabonaise UDSG de Jean-Hilaire Obama. Et comme par magie, le BDC, vaincu dans les urnes, parvient par des détours dont il a seul le secret à obtenir en sa faveur le vote de l'ensemble des sièges du bureau de l'Assemblée territoriale contre 0 siège à son principal rival politique, l'UDSG, malgré sa victoire dans les urnes. Un tripatouillage politique imputé à la mise à contribution de mains noires faisant profession de trafic d'influence, d'achat de conscience et de harcèlement politique. Le 16 août 1960 à minuit, le Gabon accède à une indépendance de pacotille sous régence française, indépendance folklorique qui donne au Gabon de basculer de son statut de république autonome du Gabon à
la République gabonaise. Avec cette indépendance en trompe-l'œil, doublée de la présence de son homme de paille à la tête du Gabon, la France tient clairement à garder une haute main sur les richesses du Gabon en contrôlant l'élite par le clientélisme politique. Le premier coup d'État constitutionnel de l'histoire du Gabon intervient le 17 novembre 1960 avec la dissolution de l'Assemblée nationale par le Premier ministre Léon Gabriel Bamiko. Dissolution qui a été suivie de la traque des membres du bureau de l'Assemblée nationale sur fond de chasse à l'homme. Des pratiques de violence politique initiées avec la complicité bienveillante de la France pour contrer par la force le projet de motion de défiance contre le Premier ministre après que ce dernier ait procédé à un remaniement du gouvernement sans l'avis du Parlement et ce donc en violation des dispositions de la Constitution de 1960 qui était d'essence parlementaire. Consumé par un appétit dévorant du pouvoir, le Premier ministre Léomba se drape du manteau de dictateur sous les tropiques en convoquant des élections législatives et présidentielles sans la participation d'opposants le 12 février 1961. Scrutin à l'issue desquels il s'offre une Assemblée nationale à son goût tout en concourant à la présidentielle de la même année sans adversaire avant de se tailler une victoire à la soviétique lors de la première élection présidentielle de l'histoire du pays avec un score éhonté de 100% des suffrages. Cette dérive autocratique a plongé le pays dans une crise politique sans précédent au point de susciter l'irruption des militaires dans l'arène politique. Des brutes casernes à l'origine du coup d'État militaire sans effusion de sang de février 1964 contre le président Léomba. Un putsch motivé par le souci de conquête de notre souveraineté puisque visant à libérer le Gabon et les Gabonais du joug de la France-Afrique en mettant au banc de l'exercice du pouvoir son homme de paille. Se refusant à perdre la main sur la vache à lait qu'est le Gabon, la France décide unilatéralement de voler ses cours du soldat Léomba en prétextant répondre à une demande d'intervention qu'auraient formulée les autorités gabonaises. Résultat des courses, Léomba est exfiltré des griffes de ses preneurs d'otages et rétabli au pouvoir par les militaires français. Une opération de sauvetage assortie de bains de sang, à contrario au coup d'État militaire opéré sans mort d'hommes, des militaires insurgés qui sont sauvagement assassinés par les soldats français et leurs corps sans vie jetés dans une fosse commune selon de nombreux témoignages. Toujours dans la période postcoloniale, nous voyons en Petit B la résistance des Gabonais face à l'instauration du parti unique. L'arrivée d'Albert Bernard Bongo à la tête du Gabon après le décès le 28 novembre 1967 du président Léon Gabriel Bamiko coïncide avec la mise sous l'éteignoir du pluralisme politique au profit du parti unique. C'est ainsi qu'est créé le 12 mars 1968 le Parti démocratique gabonais, le tristement célèbre PDG. Heurtés par cette reculade démocratique, de nombreux Gabonais s'organisent, soit dans des mouvements politiques clandestins, soit dans des cercles de réflexion ouvertement opposés à l'iniquité qu'est le monopartisme en vue du triomphe de la démocratie. Plusieurs opposants sont arrêtés et d'autres tués, notamment Germain Ba, opposant à Albert Bernard Bongo, lâchement assassiné le 17 septembre 1971 au seuil de la porte d'entrée de son domicile à Libreville par des barbouzes à la solde du régime Bongo. Toujours début 1970, des membres de l'Organisation nationale des étudiants du Gabon, ONEC, sont arrêtés et jetés en prison en même temps que certains de leurs enseignants qui faisaient office de mentors. Maître Louis Agonjo Kawe, Anselme Zonguegema
Joseph Renjambe Issani, Patrice Ondomba, Akaga Akelagelo, Bertrand Bekale, Marc-Louis Ropivia et bien d'autres avaient été placés sous mandat de dépôt pendant 3 à 4 ans avant de recouvrer la liberté au compte-gouttes. Le mouvement de redressement national Morena, créé clandestinement sous le parti unique le 23 novembre 1981 à minuit, voit ses leaders passer aux arrêts le mois suivant, en décembre 1981. Des vagues d'interpellations sont organisées avant, pendant et après la mythique marche de la gare routière à Libreville du 1er décembre 1981. Une marche blanche qui visait à revendiquer l'instauration d'un régime démocratique au Gabon. Parmi les personnes interpellées, l'on peut citer Feu Simon Oyonoaba, Moubamba Ndiengi, Luc Bengonossi, Jules Mbabekal, Nzetoma Didine, Anselme Zogengema, Jean-Marie Obam, Obian Etougué et 2 de ses garçons, Ngema Mitogo, pour ne citer que cela. Le 14 juillet 1989, l'opposant Pierre Mamboundou s'associe à d'autres Gabonais pour créer clandestinement l'Union du peuple gabonais, l'UPG, dont l'aide des membres fondateurs Doukakas Ndiengi Mukwati est arrêté le 25 septembre 1989 au prétexte de complicité de participation à un coup d'État. Doukakas Ndiengi, qui meurt en prison dans des conditions controversées le 12 décembre 1989. Le parti unique rime avec règne de la terreur et du déni de pluralisme d'opinion. Dans cette vague de cynisme politique, le régime d'Omar Bongo conforte la peine de mort instaurée depuis 1963 en passant au peloton d'exécution plusieurs opposants et personnes condamnées à la peine capitale pour des faits relevant du droit pénal. C'est sur le front de mer à Libreville, à la funeste place dite Hollando, que sont organisées les fusillades publiques des damnés du régime criminel au pouvoir. Au nombre des victimes, l'on compte le Saint-Cyrien, c'est-à-dire l'officier supérieur sorti de l'école militaire française Saint-Cyr, le capitaine Alexandre Manza, fusillé en 1985 à la suite d'accusations de complot contre l'État. La page sombre du parti unique est tournée avec la convocation de la conférence nationale en 1990 qui scelle le retour au pluralisme politique avec l'illusion d'instauration d'une ère démocratique. Un effet d'annonce de démocratie pluraliste resté au stade des déclarations de bonnes intentions plus que 33 ans après l'organisation de la conférence nationale en 1990, le régime Bongo ne cesse de briller par le déni permanent de démocratie à travers des coups d'État électoraux érigés en mode de gouvernance. Empêtissé de la période post-coloniale, nous parlons de l'apocalypse gabonais sous le règne familial des Bongo. Cette succession d'événements malheureux a favorisé le passage du Gabon ces 50 dernières années sous les fourches codines de 3 générations du clan familial des Bongo, avec en tête d'affiche Bongo Père ou Bongo Premier, représenté par près de 40 ans de règne sans discontinu d'Omar Bongo Ondimba, dont la succession controversée à la tête du pays a fait place en 2009 à Bongo Fils ou Bongo II, pour ne pas citer Ali Bongo Ondimba. Le fils Bongo, Ali Bongo Ondimba, dont les 14 ans de magistère sont soldés par la déchéance sociopolitique du Gabon sur fond de désacralisation de la fonction présidentielle. Ali Bongo Ondimba, qui est par ailleurs soupçonné de dévotion dynastique au profit de son fils Noureddine Bongo Valentin, dont les agissements laissaient transpirer une posture de futur despote. Mais avec le soutien de Dieu, les Gabonais ont été épargnés du supplice
du règne de Bongo III avec Noureddin Bongo, grâce notamment au coup d'État militaire du 30 août 2023 qui a placé depuis lors le pays sous contrôle du Comité de transition pour la restauration des institutions, CTRI, avec à sa tête le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, élevé par ses pairs président de la transition, chef de l'État. Le CTRI, qui est justement l'instrument de gestion du pouvoir par les militaires depuis le coup d'État du 30 août dernier. Près de 2 mois après cette révolution de palais, l'euphorie suscitée avec l'arrivée des militaires au pouvoir sur fond de promesses de renouveau politique s'effrite. Un sentiment de perplexité conforté par le retour du système Bongo-PDG aux avant-postes de la scène politique et aux commandes de l'appareil administratif de l'État. Mieux encore, la sorte d'amnistie ou d'impunité dont jouissent les hiérarques du système Bongo du haut de leur qualité de comptable de la banqueroute du Gabon questionne. Des militaires au pouvoir qui sont d'autre part mis à l'index pour leur incapacité à tutoyer la France et son système mortifère qu'est la France-Afrique. La France-Afrique, ce cancer qui diffuse à profusion ses métastases dans l'ensemble du corps social du grand malade qu'est le Gabon. En 4, nous voyons les enjeux ou l'évier de la conquête de la souveraineté intégrale au Gabon. Au déroulé des principales étapes de la marche du Gabon durant les périodes précoloniales, coloniales et postcoloniales, un dénominateur commun s'invite comme goulot d'étranglement à son accès à la souveraineté nationale intégrale. Il s'agit, sans faire la fine bouche, de la France impérialiste via son monstre froid qu'est la France-Afrique, instrumentalisée en moteur des accords de coopération esclavagistes scellés entre le Gabon et la France, au détriment du Gabon et de son peuple, voué à végéter dans le dénuement total dans un pays paradoxalement doté de richesses à profusion. Des accords de coopération qui constituent une chape de plomb à la liberté politique et à l'affranchissement des pesanteurs monétaires et militaires symbolisés par le franc CFA et la base militaire française présente dans le pays en soutien au régime despotique des Bongo. Le mal étant clairement identifié, il revient alors à chaque génération d'Africains, sinon de Gabonais, d'assumer sa part de responsabilité à travers l'engagement en politique ou dans toute autre forme d'engagement citoyen, en se donnant les moyens nécessaires et suffisants à confronter notre ennemi commun et ses hommes de paille, complices de la prise en otage de nos libertés civiles et politiques. La liberté du Gabon en particulier, de l'Afrique en général, et partant, l'accès à la jouissance de notre souveraineté intégrale est à ce prix, le prix de l'affranchissement de la France politique à travers sa nébuleuse qu'est la France-Afrique. Alors, retroussons les manches et libérons-nous. Sur ce, je lève le poing en disant « France, dégage !» Je vous remercie pour votre attention. On vous a écouté tout à l'heure, M. Marc Ludic. Et le Gabon est à l'heure actuelle à un tournant de son histoire. Vous avez évoqué la genèse du nom du Gabon. C'est la première question que je voudrais vous poser. On sait qu'avant les envahisseurs coloniaux, le territoire appelé aujourd'hui Gabon faisait partie du grand royaume du Congo. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, poser la question du nom de ce pays, comme on l'a fait au Burkina Faso, est un argument dans le contexte actuel?
Ben écoutez, le nom du pays reste un argument particulier parce que l'on prenne Gabao ou Gabon, ce sont pas les Gabonais qui l'ont défini. Donc, c'est un héritage des peuples venus d'ailleurs qui nous ont imposé ça comme une sorte de civilisation. Et la première liberté, elle est culturelle. La liberté, elle n'est pas que politique, elle est également culturelle. Et le nom du pays fait partie de la culture. Donc, la question du nom du Gabon, si elle est posée sur la table, c'est tout à fait normal et ça resterait un sujet d'actualité. Parce que hériter de Gabao, c'est bien, hériter de Gabon, c'est bien, mais il serait aussi bien que les Gabonais s'asseyent et disent quel nom sied le mieux à notre pays parce que voici la portée mystique ou spirituelle, voici la portée culturelle, voici l'incidence d'une portée culturelle sur le nom. Un nom n'est pas fortuit. Et tous les noms ont une incidence. Je crois que revisiter le nom Gabon, c'est pas sortir du contexte de l'actualité. Mhm. Ce serait Excusez-moi. pas faire fausse route. Oui, oui, d'accord. On va entrer un peu plus en profondeur dans le sujet, surtout dans votre intervention. Mhm. Euh, Selon votre communication, les militaires gabonais ont toujours voulu renverser les pouvoirs inféodés à la France. Depuis les premières Mhm. heures du Gabon en tant que pays indépendant, ce Mhm. n'est cependant pas ce que vous semblez penser de l'intervention militaire du 30 août dernier. Non, l'intervention militaire du 30 août, c'est la continuité du système Bongo sans les porteurs du patronyme. Parce que la famille nucléaire des Bongo est partie, mais la famille politique des Bongo est toujours en fonction. La famille nucléaire, c'est le père, la mère et le fils. Noureddin Bongo et sa mère sont actuellement en prison. Ali Bongo est mis out des leviers du pouvoir et gardé en résidence surveillée. Donc la famille nucléaire est hors jeu, mais la famille politique, qui est le clan Bongo, continue à régenter le pouvoir. Je l'ai dit dans mon exposé, ils sont aujourd'hui, après avoir été quelques mois seulement, moins de 2 mois après avoir été déchus, ils sont restés la principale force politique du pays à l'issue du processus de nomination des institutions de transition. Ils ont gardé la haute main dans l'administration du pays à l'aune de toutes les nominations qui ont été faites. Donc le Gabon est toujours sous contrôle des Bongos. Mieux que ça, le Gabon reste sous contrôle de leur maître qui s'appelle la France. Jamais les militaires au pouvoir n'ont tutoyé la France-Afrique. Jamais les militaires au pouvoir n'ont mis sur la table les questions des accords de coopération qui sont soulevés. La base militaire française au Gabon n'est pas inquiétée. Le franc CFA, qui est une monnaie de singe, semble avoir les beaux jours avec les militaires. Les militaires sont le prolongement du régime Bongo, mais sans les porteurs du patronyme. Bon, mais d'un autre côté, hein, quand même, il y a des choses qui se passent au jour le jour. Au Gabon, et peut-être qu'il n'y a pas eu une annonce du CTRI sur, en tout cas, les actions qu'il compte poser, mais de temps en temps, on a des choses qu'on voit et qui plutôt surprennent agréablement. Oui, je veux parler d'avancée à minima. Le premier avancée à minima, c'est déjà qu'Ali Bongo, Noureddin Bongo et sa mère soient ôtés des leviers du pouvoir. C'était une bande de délinquants à ciel ouvert qui pillaient le pays comme jamais et qui se prenaient justement pour les propriétaires du Gabon. Le fait qu'ils soient ôtés du pouvoir, c'est pas rien. C'est pas rien après plus de 50 ans se lever un Tant matin plus que sans le un peuple a porteur de... vraiment salué. Hein, ça, Oui, le peuple a il faut compter salué. avec Maintenant, l'opinion du ce peuple. que l'on reproche aux militaires, c'est qu'ils nous ont fait une promesse de renouveau politique. Ils ont présenté le PDG, et ça, c'est pas faux, comme les comptables de la banqueroute du Gabon. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils continuent à faire avec le PDG. Je prends un exemple bête. Les comptables les auteurs de détournements de fonds astronomiques ont été promus alors qu'ils sont de notoriété publique connue. L'un des principaux auteurs du coup d'État électoral d'Ali Bongo de 2009 a été nommé président de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre de l'Intérieur sous Ali Bongo. Donc, quand on voit ces délinquants notoires être élevés encore en fonction et promus, quel enseignement, quel signe donnons-nous à nos enfants?
qu'en fait, on peut être Bon, un les délinquant termes sont quand politique. même un peu forts, je veux dire, ils n'ont Non, les pas termes ne été sont pas forts. confrontés Les à la termes ne sont justice pas forts. pour que ça Ils soit ont établi tué de les cette façon. Gabonais. Ils ont tué les Gabonais. Ils ont pillé le pays. Les termes ne sont pas forts. C'est des délinquants politiques. Les termes ne sont pas forts. Ils ont le sang des Gabonais dans le main. Ils ont mis le pays en coupe réglée. Tous les indicateurs socio-économiques sont en berne. Que dis-je? En déliquescence. Les termes ne sont pas forts. Le Gabon ne mérite pas ça. Non, c'est un peu ce que l'on reproche aux militaires, c'est que le système Bongo semble avoir les beaux jours avec les militaires du CTRI, mais toutefois l'action est saluée, mais ils peuvent encore se rattraper et nous remettre un Gabon sans les partisans du clan Bongo qui sont aujourd'hui aux premières loges des décisions politiques et administratives du pays. Bon, c'est vrai qu'on a vu des contestations s'élever hein, après les nominations des membres du Parlement, donc du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il y a eu une action qui a été portée devant la Cour constitutionnelle de transition qui a été récemment rejetée. Mais il faut savoir que Maître Nkea avait prévenu en disant que cette action allait être rejetée et il en a donné les raisons. Et les raisons semblent être celles que la Cour a justement reprises pour pouvoir rejeter. Bon, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils iront devant une autre juridiction qui serait plus appropriée? Est-ce que cette juridiction, sous la transition, existe? J'ai pas cerné la préoccupation. Non, la préoccupation, c'est que effectivement, il y a eu des contestations sur la composition de Mhm, l'Assemblée. mhm, Ça mettait en naturellement. exergue effectivement le côté emprise de l'ancien régime, des membres de l'ancien régime sur les institutions, notamment le Parlement, le, le gouvernement et aussi les autres institutions, enfin disons les autres structures des membres de l'État qui sont mises en jeu pour la transition. Mais est-ce que, je veux dire, c'est une lignée qu'on prend, c'est un retour en arrière ou alors il y a quand même des chances que les choses évoluent dans le bon sens? Non, ben, les choses évoluent peut-être pas comme le peuple le veut. J'ai discuté avec certains collaborateurs de ces militaires qui prennent des exemples. Je vais prendre un exemple qui m'a été répété. Vous dénoncez un peu trop. Est-ce que lorsqu'on braque une banque, voilà, lorsqu'on braque une banque, est-ce qu'il faut tuer tous les travailleurs de cette banque avec le risque Pour de inviter perdre des des témoins. comptes? Et voilà, donc, bref, chacun y va de Non, son je commentaire. ris, excusez-moi, je ris, mais c'est des sujets sérieux. Chacun y va de son commentaire, mais je crois que si chacun y va de son commentaire, le PDG a fait beaucoup de mal aux Gabonais. Je pense que même dans le PDG, on peut faire sans les délinquants notoires. C'est possible. On aurait pu piocher dans le PDG des personnalités qui incarnent une certaine probité. Enfin, tout le monde, il y a des choses à reprocher à tout le monde, mais quand les cas sont notoires, c'est quand même très grave. À propos du recours de la Cour, le retour de la Cour par rapport au recours introduit, les motivations de la Cour pour rejeter le recours sont bien motivées. Ça s'appuie sur, pas sur le droit, mais sur la charte de transition modifiée. Le recours a été porté, justement, le porteur de recours n'avait pas les modifications qui étaient intervenues dans l'intervalle, je crois, de 24 heures. Comme ça n'a pas été porté dans l'opinion, j'étais dans le domaine public, tout le monde n'était pas au fait des modifications. Et c'est ces modifications que la Cour a brandies pour justifier le rejet de ce recours. Bon, jusque-là, c'est pas sujet à contestation. Euh, 2 mois après l'arrivée des militaires, on continue à observer. On tire simplement la sonnette d'alarme, mais les militaires ont encore la possibilité de pouvoir rectifier le tir et s'attaquer aux problèmes cruciaux, problèmes sociaux. Moi, en tant que président du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, la question de la France impérialiste est importante. La fin des accords de coopération est une obligation de développement parce que ça nous tient militairement, économiquement et politiquement.
On a peur que le général Brice Clotaire Oligui, qui est actuellement au pouvoir, soit, permettez-moi en griffe, un pantin de la France. Le fait de ne pas tutoyer la France politique jusque-là, remettre en cause ces accords de coopération esclavagiste, remettre en cause la présence de la base militaire française au Gabon, nous fait penser que nous ne sommes pas, comme disait quelqu'un, dans un coup d'État à la Sankara. Alors, où est-ce que nous sommes? C'est Bon, le point alors, d'interrogation. justement, où est-ce que nous sommes? Est-ce que tout ça, en fait, il n'y a pas une sorte de logique? Bon, c'est déjà un coup d'État au Gabon sans effusion de sang. Personne n'avait cette solution-là en tête avant qu'elle n'intervienne. Est-ce que ce n'est pas tout simplement la même démarche qui se poursuit, ménager tout le monde pour amener le bateau à se mettre à quai là où il doit être? Ben, ce serait bien malin qui pourra répondre, je veux le dire, parce que moi, personnellement, je suis pas dans le secret des militaires. Tout le monde est perplexe. Euh, Certains se disent, ben, il faut accorder du temps à ces personnes, mais c'est difficile de répondre à 2 mois de la prise de pouvoir par les militaires. On va pas faire un procès d'intention à ces militaires, mais il y a des signes quand même d'inquiétude sur la trajectoire de la transition. Bon, laissons les 100 jours, laissons un peu plus pour avoir une meilleure visibilité. Mais il y a des signaux d'inquiétude que l'on refuse de laisser passer sous silence et qui suscite justement de sortes de levée de bouclier auprès de la population et des leaders d'opinion. Donc, les militaires ont 2 mois. Il y a des signes qui nous disent qu'on pourrait aller droit dans le mur s'ils ne rectifient pas le tir. Alors, je vous remercie, Marc Brick, restez avec nous. Souviens-toi, souviens-toi des combattants. Souviens-toi des combattants de la liberté. Souviens-toi, souviens-toi des combattants de la liberté. Il eut le premier qu'on a vu tomber, il a nu un autre, puis un autre encore. Il eut la première qu'on a vu tomber, il a nu un autre, puis un autre encore, et un autre encore, un autre encore, qui la faute, liberté, et que dit Dieu au suivant, vous, nous, vous, non surtout pas vous, encore moins moi comme ce fut le cas du héros, sans oublier l'oublier, sans oublier l'oublier, sans oublier l'oublier.